Enfin, on peut parler, on va parler. Oui, d'accord. Oui, ça peut te choquer ce que je vais te dire. Enfin, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Mais je travaille beaucoup sur la dialectique entre l'individuel et le collectif. Par exemple, on remarque que dans l'histoire de l'humanité, il y a très peu de noms de femmes qu'on a reconnus. S'il fallait mesurer la réussite des femmes au niveau du nombre de grandes individualités, on a l'impression que ça correspond, il n'y a pas grand chose. Alors il y a des femmes qui disent « Ah oui, mais ça va changer. Demain, ça va changer, et c'est pas juste que ce soit comme ça. C'est une absurdité, c'est une aberration. Nous aussi, on a tout à fait la possibilité d'être aussi des personnalités importantes. On va retenir nos noms, et pas seulement le nom des hommes. » Alors moi, je réponds à cela en disant que le destin des femmes, c'est le destin collectif. C'est-à-dire que tout ce que l'humanité a créé de collectif, par exemple les nations, les langues, tout ce qui est de l'ordre du patrimoine collectif de l'humanité au niveau de la société peut être mis sur le compte des femmes. Et à ce moment-là, on a un équilibre. Il y a le patrimoine collectif, toutes les nations, d'ailleurs le mot nation vient du mot naissance. Donc, la création, le fait d'appartenir à une communauté, à un ensemble, ce serait l'œuvre des femmes. Et les hommes devraient surtout réaliser la dimension individuelle. Il y a certaines époques où effectivement, qui les renvoient un peu au monothéisme de certaine façon, quelque part l'homme-dieu, et certains hommes comme ça qui à un moment donné sont au centre des choses et ont tous les pouvoirs. Et à un autre moment, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, on retrouve le pouvoir collectif. Ce fameux problème, on le voit à la Révolution française, l'opposition entre le peuple et la monarchie, etc. On peut dire que cette question chez Rousseau aussi, ça existe, pas, cette idée, le roi et le peuple. D'ailleurs, les Hébreux, à un moment donné, ils disent donne-nous un roi. Oui. Donc, quelque part, c'est le peuple qui peut être représenté par une personnalité. Toujours ce rapport du plusieurs au un. Et pour moi, il y a des moments où l'humanité est plutôt masculine, et des moments où elle est plutôt féminine. Quand elle est féminine, c'est le moment où, effectivement, on n'a pas besoin du chef. L'humanité n'a pas besoin de... En 2011, le printemps arabe, c'était la fin des chefs. Il y a comme ça des moments comme ça. En 1989 aussi, on a envoyé promener tous les petits chefs de tous les pays du bloc communiste, etc. Donc il y a des moments où le chef il est en question. Maintenant, en revanche, 3 ans après le printemps arabe, on retrouve à nouveau Poutine, on retrouve à nouveau en Égypte, ici, etc. Donc voilà. Donc il y a un moment, c'est un peu compliqué, mais il y a un moment, quand l'unité disparaît, quand le centre disparaît, à ce moment-là, ça permet à la collectivité d'exister en tant que collectivité. Parce que quelque part, le chef, il vient en quelque sorte, il remplace la collectivité. C'est des moments où une seule personne est omnipotent, omniscient. Elle n'a pas besoin des autres. Le monde peut fonctionner avec très peu de monde. Un homme peut faire 100 enfants à 100 femmes, un seul homme peut tout faire. Donc il y a des moments où l'homme rend inutile le nombre. L'unité, il n'y a pas besoin du nombre, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes pour faire fonctionner l'humanité, par exemple. Que ce soit au niveau de la procréation, que ce soit au niveau de la création, il suffit de prendre quelques génies politiques, quelques génies scientifiques, quelques génies artistiques, et l'humanité elle fonctionne. Par contre, quand ces personnages-là disparaissent, ça permet au peuple de respirer. C'est-à-dire ça permet à la collectivité de respirer et de dire oui, mais nous sommes là et nous existons chacun. Et voilà. Donc il y a une espèce de lutte permanente pour moi
entre les périodes de individuelles, mais au sens de l'individu, pas aux périodes de l'individu comme ça dans le groupe, aux périodes de l'individu qui a un pouvoir particulier, qui a une puissance particulière, qui a un génie particulier, qui est une source fondamentale pour l'humanité, que ce soit sur le plan philosophique, intellectuel, politique, etc. Ça, c'est la conception, c'est l'individu, disons, supérieur. Et puis évidemment, dans une communauté, il y a des individus qui ont aussi des rôles à jouer, mais à un niveau beaucoup plus modeste. Donc moi, pour répondre à tes questions, je dirais que c'est assez chimérique de croire que les femmes ont vocation à faire, à réaliser ce que les hommes ont réalisé. Elles doivent se réconcilier avec l'idée qu'elles sont des êtres qui sont là pour... Est-ce qu'on peut dire que les femmes ont le rôle de maintenir ce que les hommes ont créé? Ce n'est pas faux, à vrai dire. C'est comme la terre qui maintient les semences qui ont été mises en elle, tu vois. Alors on peut aller très loin dans cette direction, mais ça correspond tout à fait à ce que je pense d'ailleurs. Mais si on le formule d'une autre façon, c'est vrai que d'une certaine façon, quand les hommes, je vais dire des choses de manière un peu provocatrice, mais quand les hommes ne sont pas là, les femmes peuvent vivre véritablement. Et effectivement, d'une certaine façon, la mort de l'homme, quand l'homme meurt, mais qu'il laisse derrière lui les enfants, les œuvres, les créations, les entreprises, effectivement, à ce moment-là, les femmes sont en paix, parce qu'elles ont l'objet, elles n'ont pas le sujet. D'accord. Elles ont le fruit, mais elles n'ont pas l'arbre. Pour employer une expression de Jardin d'Éden. Effectivement, dans le Jardin d'Éden, il y a l'arbre. Ah oui, oui, donc oui. Dans l'arbre, il y a l'arbre et il y a les fruits. On peut cueillir les fruits. Et on n'a plus besoin de l'arbre. Donc quelque part, à un moment donné, les femmes... Oui, parce que l'arbre a donné a joué son rôle, oui. Voilà. Alors, le problème, c'est que l'arbre, le problème, c'est qu'à un moment donné, les fruits, on les a mangés, et il faut à nouveau revenir vers l'arbre. C'est ça qui est cyclique, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Donc il y a une complémentarité, tu vois. Il y a une complémentarité jusqu'à un certain point, mais si on va plus loin, ce n'est pas une vraie complémentarité. Pourquoi? Parce que... et ça touche à des problèmes extrêmement complexes qui sont au niveau de la théorie économique. Nous vivons dans une économie très féminine, une économie de l'échange. On en a parlé tout à l'heure à propos du communisme, l'économie de l'échange, c'est-à-dire, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, on va donc chacun échanger nos produits respectifs, etc. Ou bien, toi tu as besoin de moi pour telle chose, etc. C'est la notion de l'emploi. On parle beaucoup aujourd'hui du plein emploi. L'emploi, il faut que les gens soient employés. Mais il y a une imposture dans l'emploi. Si je me convainc, par exemple, si je te convainc de m'employer moi, ça veut dire que je te convainc que tu n'es pas capable de faire cela toi-même. Et ça, c'est très grave. Je te limite en disant, je te persuade que ça, soit tu ne sais pas le faire toi-même, soit tu ne peux pas, soit je le ferai mieux que toi, et que de toute façon, tu dois me laisser le faire, et que toi, tu dois renoncer à le faire toi-même. Et ça, moralement, pour moi, c'est grave. Donc, l'idée que je sois aidé par l'autre est une idée qui me fait problème. La notion d'aide, pour moi, me fait problème. Parce que, d'une certaine manière, elle remet en question le potentiel de la personne, son individualité, son universalité. Et donc, pour moi, c'est un problème. Donc, pour moi, l'homme du XXIe siècle ne sera pas forcément dans cette logique-là. Je pense plutôt que de plus en plus, on aura des personnes qui auront une sorte de totalité, c'est-à-dire qui n'auront besoin de personne. Chaque individu sera autonome, il aura toutes ses facultés, et évidemment c'est embêtant parce qu'il y a des gens qui ne vivent que parce que... qui ne vivent justement que parce que les gens croient qu'ils sont limités. Donc c'est ça le problème. Alors si je dis je suis illimité, l'autre dit mais alors moi à quoi je sers? Parce
que tu n'as pas besoin de moi. Alors, et le problème, c'est qu'il y a des moments où cette faculté d'illimité, elle décroît, cette énergie que j'ai en moi, elle décroît, et à ce moment-là, j'ai besoin de l'autre pour venir m'aider. Mais cette notion d'aide est quand même une notion qui est liée à un échec. Je ne suis pas arrivé à m'épanouir pleinement, donc je suis obligé de me limiter comme qui trop embrasse mal étreint, donc je suis obligé de dire ça je ne veux pas le faire. Regarde par exemple ce qui se passe en politique, il y a des moments où le pouvoir doit se recentrer, où il doit y avoir des gens qui doivent être capables de tout faire, parce que d'une certaine manière, quand je fais faire le travail par 100 personnes, c'est pas la même chose que quand il y a une seule personne qui le fait. La dispersion du travail, la répartition du travail, aboutit à des résultats qui sont souvent extrêmement médiocres. Rien ne, oui, on est noyé dans la médiocrité. Nous avons un cerveau, on nous dit toujours que nous avons un cerveau qui a une potentialité énorme, hein, et donc par conséquent, un être, on pourrait dire qu'à la limite, un être humain qui est pleinement en possession de ses moyens, il devient Dieu par certains côtés. Il a la totalité. C'est là le danger. Oui, mais en même temps, on peut dire aussi que tous les hommes peut-être pas tous les hommes doivent aller un homme ne doit pas se penser en disant voilà, je vais répartir ce que je suis entre plusieurs. Sa vocation, c'est la parabole des talents, sa vocation c'est quand même d'essayer d'arriver à trouver la plus grande force en lui-même. Donc chaque être humain doit devenir quelque part divin. Mais tu peux pas, chaque homme. Un autre humain ne peut pas être autosuffisant. Eh bien justement c'est ça qui est le débat, ma chère Elzbieta. Tu ne peux pas être autosuffisant. Bon, alors... tu as besoin des autres. Alors, de toute façon... Ça, c'est la réalité. En réalité, moi, je ne pense pas, je ne présente pas les choses exactement comme ça. Je pense qu'on peut considérer des communautés, des communes. Oui. Non, mais pas communisme. Non, des communes où le groupe devient autosuffisant. Une commune qui peut être de 10, 50 personnes, le groupe devient autosuffisant. Et à ce moment-là, moi je crois que une société où on réunit des gens je sais pas, 500 personnes ou 1000 personnes qui arrivent à fonctionner de façon autonome. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la notion de modèle. Et je pense beaucoup aux enfants. C'est pas la notion de kibbutz, mais je pense aux enfants. Un enfant ne peut s'épanouir que par référence à ce qu'il voit autour de lui. C'est-à-dire que l'enfant se dit, voilà, cette personne-là, elle est proche de moi, ce qu'elle fait, je suis capable de le faire. Donc ce n'est que dans la proximité que l'enfant peut s'épanouir. Comme tu disais toi-même, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu dans sa famille certains exemples, certains modèles, il ne va pas éveiller en lui certaines choses. Il y a des problèmes comme ça. Donc il faut que l'enfant soit confronté à tout un ensemble de personnes qui sont proches de lui, donc il se sent proche, et donc il pense qu'il est capable de faire la même chose qu'eux. À partir du moment où je vis dans un monde, dans une mondialisation, l'enfant va regarder à la télévision ceci, il va regarder un auteur qui a vécu il y a 200 ans, il ne peut pas s'identifier à des choses qui sont lointaines dans l'espace et dans le temps. Il ne peut s'identifier qu'à des choses qui sont proches dans le temps et dans l'espace. D'où la nécessité de créer des communes où l'enfant se sent dans la proximité. Alors, il est évident que plus il y aura d'enfants qui seront éveillés au maximum de leur potentialité, mieux ça vaudra. Donc à ce moment-là, ces communautés vont créer une nouvelle humanité qui sera beaucoup plus riche sur le plan de ses potentialités. Et ça pose aussi le problème de la technologie, ma chère Elzbieta. Parce que la technologie fait partie aussi de ces objets, qui sont censés nous aider et nous compléter. Et là, il y a aussi un problème. Il y a dans bien de cas, la technologie n'est là que pour profiter de nos prétendues limites, nos prétendues carences. Donc le mot manque, le fait de dire qu'il vaut mieux quand même considérer globalement que l'autosuffisance reste un objectif majeur. Parce que l'autosuffisance,
pas uniquement au niveau individuel, mais au niveau d'une famille élargie, ça veut dire d'une tribu. Voilà, moi je suis pour le retour à une forme de tribalité. Oui. Par exemple, je pense que dans une tribu, Il y a un partage de rôle. mais aussi il faut que toutes les potentialités de cette tribu s'épanouissent. Il ne faut pas, par exemple, je prends par exemple le cas de la musique ou de la peinture, eh bien, il faut que dans cette tribu, il y ait des musiciens, il y ait des peintres, et qu'on n'aille pas écouter des choses qui ont été faites il y a 200 ans, ou qui viennent des États-Unis, ou qui viennent d'autre part. Parce qu'à ce moment-là, les enfants, pour moi, l'enfant, c'est l'essentiel. C'est la psychologie de l'enfant. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie des machines. L'enfant, il faut qu'il ait des modèles à d'identification. Il faut que l'enfant ait des modèles de proximité. Donc il faut que tout ce qui se passe autour de lui, il voit des gens qui font du piano, il voit des gens qui font ceci, qui font cela. Il dit, c'est des gens qui font partie de ma famille, de ma tribu. Je peux faire la même chose qu'eux. S'il voit des choses qui sont très lointaines, il dit, ah mais c'est très lointain, c'est pas pour moi. Il ne peut pas s'identifier. Donc je vois, bon, et je préfère, je n'aime pas l'idée qu'on vous dise, oui, que ça sera moins bien fait. Je pense qu'il vaut mieux que les gens acceptent l'autosuffisance du groupe, quitte à accepter que, je sais pas, par exemple, si on prend une troupe théâtrale, que la troupe théâtrale ne soit pas la meilleure du monde, mais c'est la troupe théâtrale du groupe. Que la musique ne soit pas la meilleure du monde, etc. C'est une idée de perfectionnisme qui fait que, oui, il vaut mieux acheter tel produit parce qu'il est bien meilleur que l'autre. C'est beaucoup moins important, à mon avis, que le fait que le produit soit fabriqué ici et maintenant. Donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, moi je suis assez protectionniste au niveau économique.